ils ont réussi à ramener Donald Trump à une position d'équilibre qui l'a conduit à calmer les ardeurs guerrières israéliennes. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité pour parler des États-Unis et de l'Iran. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine. Alors, selon des informations révélées par le New York Times et CNN, les sites nucléaires iraniens visés par des frappes américaines n'auraient en réalité subi que des dommages limités. Pourtant, le président Trump affirmait encore, il y a 2 jours, que ces sites avaient été complètement détruits, et il a réitéré cette version ce mercredi. Que cherche Donald Trump en insistant sur cette version ? Oui, c'est un peu ce qu'on pourrait comparer à un couac, puisque ce rapport vraisemblablement d'experts militaires qui relativise l'impact des bombardements sur les sites de Forjo et de Natanz, en fait, est contredit par Donald Trump et par sa porte-parole. Donc, vraisemblablement, le président américain conteste le contenu de ce rapport et le bilan qui relativise l'impact des bombardements américains en Iran. Et évidemment, la presse démocrate, puisque CNN et le New York Times, ce sont des médias qui sont sur une ligne éditoriale clairement démocrate, donc d'opposition à Donald Trump, se sont évidemment emparés des conclusions de ce rapport. Donc au-delà de ce couac, évidemment, la question est comment peut-on évaluer l'impact, les conséquences des bombardements américains sur ces sites qui étaient très bien protégés, d'abord parce qu'ils sont couverts par la montagne, mais aussi parce qu'ils sont enterrés à des centaines de mètres de profondeur, et aussi parce que c'est la première fois que les Américains utilisaient cette bombe en si grande quantité, puisqu'ils en ont largué 14 sur plusieurs sites, mais que pour connaître, je dirais, le résultat réel de ces frappes, il faudrait avoir le son de cloche de la partie iranienne, puisque les analystes du renseignement américain travaillent à partir de photos satellites, surtout, prises avant et après les bombardements, et aussi certainement de communications interceptées des parties iraniennes qui gèrent les sites. Mais voilà, pour le moment, il est difficile d'évaluer l'impact. Ceci étant, il est évident, ne serait-ce que parce que ces bombes ont touché les entrées et sorties de ces sites, que ces derniers sont inutilisables pendant plusieurs mois. Ça paraît au moins évident. Après, ces bombardements, cette affaire iranienne s'est invitée dans la politique intérieure des États-Unis, et on a effectivement aujourd'hui un combat politique avec des éléments de langage entre démocrates et républicains, et ça ne fait vraisemblablement que commencer. Alors, justement, le Premier ministre israélien a parlé d'une victoire historique contre l'Iran et a cité Donald Trump et les États-Unis comme le meilleur allié qu'Israël ait jamais eu. Mais au vu des déclarations du New York Times et du CNN, dont on a parlé juste avant, que peut-on penser de ce discours ? Je dirais que le Premier ministre Netanyahou est vraiment très fort. Politiquement, il est très fort. Il est très fort d'abord parce qu'il a réussi à sauver sa tête. Je rappelle qu'il a plusieurs procédures judiciaires à son encontre en Israël, qu'il est passé à 2 doigts de perdre sa majorité à la Knesset il y a encore quelques semaines, et que c'est un peu comme le phénix. Quand on le croit mort, en fait, il arrive toujours à ressurgir et à occuper le premier point de l'actualité et à faire la politique israélienne au détriment de ses opposants, qu'ils soient à droite ou plus à gauche. Donc là, où il est très fort, c'est qu'il a forcé clairement la main de Donald Trump pour s'engager dans ces bombardements sur l'Iran. Pourquoi ? Parce que
À 4 jours du début de ces bombardements, l'Iran et les États-Unis étaient dans des discussions très avancées. Ils étaient sur le point de signer un accord sur le nucléaire iranien. Et que, constatant cet accord qui ne faisait pas les affaires de Benjamin Netanyahou et de sa frange politique, qui eux souhaitaient une destruction durable, un affaiblissement durable de l'Iran, comme ce qu'ils ont contribué à faire en Syrie, au Liban Sud et dans la bande de Gaza, eux souhaitaient pouvoir convaincre le président des États-Unis de s'engager et de mettre à disposition d'Israël les capacités balistiques des États-Unis qui sont sans commune mesure avec l'État israélien, qui sont évidemment les premières de la planète. Et on n'en connaît pas les détails, peut-être que c'est par le gendre Jared Kushner de Donald Trump, qui est un néoconservateur américain et israélien. Ils ont réussi à emporter l'adhésion de Donald Trump pour mener cette campagne très intense de bombardement. Et je dirais qu'ils ont buté quand même sur une opposition d'une partie du clan Trump qui a dénoncé cette campagne militaire et qui a réussi vraisemblablement à faire douter Donald Trump au point que celui-ci redevienne un peu raisonnable selon eux et demande aux deux parties un cessez-le-feu et de stopper les campagnes de bombardement et de riposte réciproques. Et évidemment, on l'a vu dans les premières heures où Donald Trump a fait ses annonces, ça n'a pas plu aux Israéliens qui souhaitaient, au moins pour cette partie du Likoud et de l'extrême droite israélienne, poursuivre la destruction de l'Iran, des bombardements, voire même appuyer clairement sur un changement de régime. Et là, effectivement, on l'a vu hier dans les déclarations de Donald Trump qui était très agacé, voire clairement énervé par l'attitude israélienne qui, en fait, ne l'écoutait pas et continuait à n'en faire qu'à sa tête. Il s'est énervé et il a un petit peu... il a tiré l'oreille des Israéliens, en fait. Parce que s'il ne s'était pas énervé, les Israéliens auraient poursuivi comme ils l'entendaient, ces campagnes de bombardement. Et donc les Israéliens ont été obligés, d'accepter le cessez-le-feu, 2, de le respecter, ce qui n'était pas évident, et 3, je dirais à nouveau, d'essayer de faire bonne figure auprès de Donald Trump, de flatter son ego, et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou est redevenu dithyrambique à propos de Donald Trump, en expliquant qu'il était le sauveur d'Israël, le grand frère, l'ami de toujours, etc. Bon, je dirais, c'est là où il est très fort, c'est-à-dire qu'il arrive à manipuler, il arrive à forcer la main, et au final, après l'énervement américain, il fait comme si c'était rien passé et comme si l'entente avait toujours été parfaite. Voilà, bon, c'est un classique des relations israélo-américaines. Mais c'est pas passé loin puisque Donald Trump a quand même fait des déclarations à la limite de l'insulte, ce qui prouve que il a peut-être conscience, comment dire, du culot israélien et d'avoir pris le risque aussi lui avec les États-Unis de se laisser entraîner dans une guerre de vengeance, dans une guerre incontrôlable. Voilà. Alors justement, pour parler du cessez-le-feu et de l'agacement de Donald Trump. Donc, en effet, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui a été rapidement violé par les deux camps. Très agacé, il a critiqué Israël, affirmant ne pas être content, sans pour autant prendre de mesures concrètes. Est-ce que ces critiques de Trump envers Israël sont sincères ou cherche-t-il seulement à ne pas se mettre davantage de pays arabes à dos ? C'est les deux. Elles sont sincères parce que, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, l'attitude de Benjamin Netanyahou insupporte Donald Trump. Ceci étant, Donald Trump a des liens avec Israël, avec les Israéliens. Il a dans son entourage politique une partie de conservateurs ou de républicains qui font partie du grand lobby AIPAC, du grand lobby israélien aux États-Unis qui est extrêmement puissant. Et donc elles sont sincères parce que
le risque qu'a fait courir Benjamin Netanyahou à Donald Trump, c'était en laissant faire les Israéliens, puisque les Israéliens avaient continué en fait à bombarder malgré cessez-le-feu, c'était quelque part d'attirer les États-Unis dans une guerre sans fin, ou dans une guerre d'encore de plusieurs semaines, de plusieurs mois, contre l'Iran, et ce faisant de nuire à l'image des États-Unis, à l'image de Donald Trump, dans toute une partie du monde arabe, du Moyen-Orient, et aussi des BRICS, puisque en soutenant Israël, il faut dire que Donald Trump a fait un peu un pas de côté. La politique internationale, la politique étrangère des États-Unis vue par Donald Trump, c'est pas la politique, enfin théoriquement, c'est pas la politique démocrate américaine d'interventionnisme et de promotion des valeurs américaines. Donald Trump est plutôt un protectionniste, et donc il est contre l'interventionnisme américain, notamment par des guerres. C'est quand même lui qui a signé le retrait américain d'Afghanistan. Il a critiqué l'intervention militaire américaine en Irak en 2003, menée par son prédécesseur républicain George Bush. Et donc cette intervention aux côtés d'Israël, c'est pour sauver le petit frère israélien, c'est pour lui donner un coup de pouce, mais c'était aussi un risque et quelque part ternir un peu son image auprès de ce monde musulman. Et donc il a compris qu'il fallait, là où voulait l'entraîner, était en train de l'entraîner Benjamin Netanyahou, et il a dit stop de manière assez ferme, parce que une partie de son ambition politique, elle se situe sur la scène internationale. On parle beaucoup de Donald Trump, de son implication dans le conflit russo-ukrainien, mais il a une implication personnelle dans ce monde arabe, notamment au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe en particulier, et il souhaite laisser son empreinte. Il a noué de très bonnes relations, que ce soit avec les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, et d'autres pays qui avaient des relations exécrables ou plus mauvaises avec son prédécesseur Joe Biden. Et donc il ne veut pas laisser Israël compromettre, abîmer, entacher ses relations avec le monde musulman, mais le monde arabe et moyen-oriental en particulier. Alors lundi soir, l'Iran a déclaré avoir lancé des missiles contre une base américaine au Qatar, justement. Quelles pourraient être les répercussions de cette attaque iranienne sur la présence militaire américaine dans la région et sur l'équilibre stratégique au Moyen-Orient ? Je pense qu'il n'y en a pas vraiment, puisque ces frappes, Téhéran en a informé Washington avant de lancer ces missiles. C'était donc purement formel, c'était un élément de communication pour, sur le principe, répondre aux Américains. Mais en réalité, Téhéran, qui a aussi une diplomatie, contrairement à ce qui est présenté dans les médias mainstream, très, très fine et très, très intelligente, en fait très pragmatique, a compris qu'il fallait désolidariser, malgré les bombardements et les dégâts causés sur les sites nucléaires, qu'il fallait absolument désolidariser les États-Unis, Donald Trump, des Israéliens. Et ils y sont parvenus en adoptant d'un côté une position assez ferme vis-à-vis d'Israël, puisqu'ils ont quand même, les missiles iraniens ont quand même percé le dôme de fer israélien, qui était présenté comme inviolable et tout puissant. Tel Aviv, Haïfa et d'autres villes ont été largement bombardées et ont subi des destructions assez conséquentes, preuve étant que la balistique et le niveau scientifique des ingénieurs de l'armement iranien sont de haut niveau et de très grande qualité. Et donc l'Iran, en se montrant ferme avec Israël, n'a pas souhaité faire une surenchère guerrière avec les États-Unis. D'abord parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, parce que les États-Unis peuvent rayer Téhéran de la carte, nonobstant les conséquences politiques dans la région, mais personne ne peut jouer dans ce domaine balistique, dans le domaine militaire avec les États-Unis. Donc les Iraniens n'ont pas cherché sur cette voie, mais surtout, ils ont cherché à montrer aux États-Unis que, contrairement aux Israéliens, ils étaient raisonnables et qu'en fait, malgré ce petit élément de communication symbolique, donc 2 missiles sur une base américaine au Qatar qui ont été interceptés tout de suite, en fait, il n'y aurait pas d'autres conséquences. Ils n'ont pas cherché non plus, malgré des déclarations, et des éléments de langage,
a perturbé la voie maritime du détroit d'Ormuz. Donc voilà. Et en ça, effectivement, ça rejoint la question précédente. Ils ont réussi à ramener Donald Trump à une position d'équilibre qui l'a conduit à calmer les ardeurs guerrières israéliennes. Après plus d'une semaine de fermeture suite au conflit avec l'Iran, on a la ministre israélienne des Transports qui a annoncé la réouverture complète de son espace aérien. Cette réouverture signifie-t-elle la fin du conflit avec l'Iran ? À court terme, oui. Le problème, et on le voit, c'est que côté israélien, il y a toute une frange des néoconservateurs et des plus extrémistes, des plus radicaux, y compris d'ailleurs en France. Il fallait écouter Bernard-Henri Lévy s'exprimer hier, qui n'accepte pas, qui n'admet pas d'avoir dû arrêter les bombardements sur l'Iran et qui aurait souhaité raser un certain nombre de sites et même de villes iraniennes, et qui aurait souhaité aussi terminer le travail en effectuant un changement de régime. Ça a été aussi beaucoup répété, peut-être même plus en France qu'aux États-Unis. Il fallait changer le régime des mollahs, il fallait absolument que l'opposition iranienne prenne le pouvoir à Téhéran pour terminer le travail et que l'Iran devienne un ami d'Israël. Malheureusement pour eux, et c'est là le refus de la réelle politique, c'est que, il n'y a pas d'opposition iranienne prête à s'opposer à prendre le pouvoir. 2, l'Iran n'est pas un pays facile. C'est pas l'Irak de 2003. On le voit, la population iranienne est quand même vraisemblablement dans sa majorité soudée autour du pouvoir. Les bombardements israéliens et américains n'ont fait que renforcer un réflexe patriotique. Et donc il leur a fallu, à ces néoconservateurs, à ces radicaux, devoir se soumettre à la décision de Donald Trump, qui finalement a décidé pour les Israéliens en disant « stop, ça s'arrête ici ». Et ça crée effectivement des ressentiments. Mais voilà, à court terme, vraisemblablement, c'est la paix. D'ailleurs, il n'y a pas que ces compagnies aériennes israéliennes. Toutes les compagnies de la région ont repris leur vol normalement. Au-dessus de l'Iran, il y a beaucoup de passages. Il y a une partie des vols qui vont vers les Émirats, vers Dubaï, vers le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui passent au-dessus de l'Iran. Les vols aussi qui vont vers la Russie, qui vont vers l'Asie centrale ou la Chine, qui passent au-dessus de l'Iran. Et donc, on voit bien que le trafic aérien a repris, ce qui est un bon signe. Ceci étant, et je le disais au début de cette réponse, à moyen terme, il est vraisemblable qu'il y a à nouveau une campagne militaire de bombardement d'Israël. Les Israéliens ont dit d'ailleurs que les capacités nucléaires iraniennes avaient été endommagées ou détruites pour quelques mois. Ce qui, à demi-mot, veut dire qu'ils annoncent, sans en préciser la date, une prochaine campagne de bombardement. Pour revenir justement sur cette fin de conflit avec l'Iran, l'armée israélienne annonce qu'elle redirige à nouveau ses efforts vers Gaza. À quoi peut-on s'attendre avec cette reprise d'intensité militaire et quelles conséquences à nouveau pour les civils à Gaza ? Le problème des Israéliens, c'est que d'un côté, ils veulent sauver des otages et les récupérer, ce qui, malheureusement pour eux, n'est qu'en partie possible, puisqu'une partie des otages, vraisemblablement, sont morts. Et de l'autre côté, ils veulent en finir avec le Hamas, ce qui paraît plus compliqué que ce qui avait été annoncé, puisque Gaza est quasiment rasé. Et malgré tout, au dire des Israéliens, le Hamas continue à représenter une menace. Et le troisième point, et c'est là encore, c'est le point des plus radicaux des Israéliens, des religieux, c'est que de l'extrême droite israélienne, c'est qu'ils ont décidé d'intégrer la bande de Gaza au territoire israélien, c'est-à-dire d'en faire une terre israélienne. Un peu comme ce qu'ils font en Cisjordanie, mais en Cisjordanie, c'est de la colonisation, c'est du grignotage.
Là, la bande de Gaza, pour une partie de l'extrême droite israélienne, ils ne veulent pas la rendre. Voilà. Donc, effectivement, on va à nouveau se recentrer sur la bande de Gaza, qui pour Donald Trump aussi n'est pas du tout une priorité. Autant l'Iran représente un risque géopolitique sérieux pour la sécurité d'Israël, pour la stabilité régionale, pour l'image des États-Unis, l'influence des États-Unis dans la région, autant la bande de Gaza pour Donald Trump, c'est vraiment, je dirais, malheureusement, quantité négligeable. Merci beaucoup Charles pour vos réponses. Merci Joséphine. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.